1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Troisième partie. Chapitre 2, suite. Il ne se souvenait d'aucune conclusion à son interrogatoire. Il y eut une période d'obscurité, puis la cellule ou la pièce dans laquelle il se trouvait alors s'était graduellement matérialisée autour de lui. Il était presque à plat sur le dos, et dans l'impossibilité de bouger. Son corps était retenu par tous les points essentiels. Même sa tête était, il ne savait comment, saisie par derrière. O'Brien laissait tomber sur lui un regard grave et plutôt triste. Son visage, vu d'en dessous, paraissait grossier et usé, avec des poches sous les yeux et des rides de fatigue qui allaient du nez au menton. Il était plus âgé que Winston l'avait pensé. Il avait peut-être 48 ou 50 ans. Il avait sous la main un cadran dont le sommet portait un levier et la surface un cercle de chiffres. « Je vous ai dit, prononça O'Brien, que si nous nous rencontrions de nouveau, ce serait ici. » « Oui, répondit Winston. Sans aucun avertissement qu'un léger mouvement de la main d'O'Brien, une vague de douleur envahit le corps de Winston. C'était une souffrance effrayante, parce qu'il ne pouvait voir ce qui lui arrivait, et il avait l'impression qu'une blessure mortelle lui était infligée. Il ne savait si la chose se passait réellement ou si l'effet était produit électriquement, mais son corps était violemment tordu et déformé, ses articulations lentement déchirées et séparées. Bien que la souffrance lui eût fait perler la sueur au front, le pire était la crainte que son épine dorsale ne se casse. Il serra les dents et respira profondément par le nez, en essayant de rester silencieux aussi longtemps que possible. « Vous avez peur, dit O'Brien, qui lui surveillait le visage, que quelque chose ne se brise bientôt. Vous craignez spécialement pour votre épine dorsale. Vous avez une image mentale des vertèbres qui se brisent et se séparent, et de la moelle qui s'en écoule. C'est à cela que vous pensez, n'est-ce pas, Winston ? » Winston ne répondit pas. O'Brien ramena en arrière le levier du cadran. La vague de douleur se retira presque aussi vite qu'elle était venue. « Nous étions à 40, dit O'Brien. Vous pouvez voir que les chiffres du cadran vont jusqu'à 100. Voulez-vous vous rappeler, au cours de notre entretien, que j'ai le pouvoir de vous faire souffrir à n'importe quel moment et au degré que j'aurai choisi ? Si vous me dites un seul mensonge ou essayez de tergiverser d'une manière quelconque, ou même tomber au-dessous du niveau habituel de votre intelligence, vous crierez de souffrance instantanément. Comprenez-vous ? Oui, répondit Winston. L'attitude d'O'Brien devint moins sévère. Il replaça pensivement ses lunettes et fit un pas ou deux de long en large. Quand il parla, ce fut d'une voix aimable et patiente. Il avait l'air d'un docteur, d'un professeur, même d'un prêtre, désireux d'expliquer et de persuader plutôt que de punir. « Je me donne du mal pour vous, Winston, parce que vous en valez la peine. Vous savez parfaitement ce que vous avez. Vous le savez depuis des années, bien que vous ayez lutté contre cette certitude. Vous êtes dérangé mentalement. Vous souffrez d'un défaut de mémoire. Vous êtes incapable de vous souvenir d'événements réels et vous vous persuadez que vous vous souvenez d'autres événements qui ne se sont jamais produits. Heureusement, cela se guérit. Vous ne vous êtes jamais guéri parce que vous ne l'avez pas voulu. Il y avait un petit effort de volonté que vous n'étiez pas prêt à faire. Même actuellement, je m'en rends bien compte. Vous vous accrochez à votre maladie avec l'impression qu'elle est une vertu. Prenons maintenant un exemple. Avec quelle puissance l'Océania est-elle en guerre en ce moment ? Quand j'ai été arrêté, l'Océania était en guerre avec l'Estasia. Avec l'Estasia, bon. Et l'Océania a toujours été en guerre avec l'Estasia, n'est-ce pas ? Winston retint son souffle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne parla pas. Il ne pouvait éloigner ses yeux du cadran. « La vérité, je vous prie, Winston. Votre vérité. Dites-moi ce que vous croyez vous rappeler. » Je me rappelle qu'une semaine seulement avant mon arrestation, nous n'étions pas du tout en guerre avec l'Estasia. Nous étions les alliés de l'Estasia. La guerre était contre l'Eurasia. Elle durait depuis 4 ans. Avant cela,
O'Brien l'arrêta d'un mouvement de la main. Un autre exemple, dit-il. Il y a quelques années, vous avez eu une très sérieuse illusion, en vérité. Vous avez cru que trois hommes, à un moment membres du parti, nommés Jones, Aronson et Rutherford, des hommes qui ont été exécutés pour trahison et sabotage après avoir fait une confession aussi complète que possible, n'étaient pas coupables des crimes dont ils étaient accusés. Vous croyez avoir vu un document indiscutable prouvant que leur confession était fausse. Il y avait une certaine photographie à propos de laquelle vous aviez une hallucination. Vous croyiez l'avoir réellement tenue entre vos mains. C'était une photographie comme celle-ci. Un bout rectangulaire de journal était apparu entre les doigts d'O'Brien. Il resta dans le champ de vision de Winston pendant peut-être 5 secondes. C'était une photographie, et il n'était pas question de discuter son identité. C'était la photographie. C'était une autre copie de la photographie de Jones, Aronson et Rutherford à la délégation du parti à New York, qu'il avait possédée 11 ans auparavant et qu'il avait promptement détruite. Un instant seulement, il l'eut sous les yeux. Un instant seulement, puis elle disparut de sa vue. Mais il l'avait vue. Sans aucun doute, il l'avait vue. Il fit un effort d'une violence désespérée pour se tordre et libérer la moitié supérieure de son corps. Il lui fut impossible de se mouvoir dans aucune direction, même d'un centimètre. Il avait même, pour l'instant, oublié le cadran. Tout ce qu'il désirait, c'était tenir de nouveau la photographie entre ses doigts, ou du moins la voir. « Elle existe, cria-t-il. »« Non, répondit O'Brien. O'Brien traversa la pièce. Il y avait un trou de mémoire dans le mur d'en face. Il souleva le grillage. Invisible, le frêle bout de papier tournoyait, emporté par le courant d'air chaud, et disparaissait dans un rapide flamboiement. O'Brien s'éloigna du mur. « Descendre, dit-il. Pas même des cendres identifiables, de la poussière. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Mais elle existe encore. Elle doit exister. Elle existe dans la mémoire. Dans la mienne, dans la vôtre. Je ne m'en souviens pas, dit O'Brien. Le cœur de Winston défaillit. C'était de la double pensée. Il avait une mortelle sensation d'impuissance. S'il avait pu être certain qu'O'Brien mentait, cela aurait été sans importance. Mais il était parfaitement possible qu'O'Brien eût réellement oublié la photographie. Et s'il en était ainsi, il devait avoir déjà oublié qu'il avait nié sans souvenir et oublié l'acte d'oublier. Comment être sûr que c'était de la simple supercherie ? Peut-être cette folle dislocation de l'esprit pouvait-elle réellement se produire. C'est par cette idée que Winston était vaincu. O'Brien le regardait en réfléchissant. Il avait plus que jamais l'air d'un professeur qui se donne du mal pour un enfant égaré, mais qui promet. Il y a un slogan du parti qui se rapporte à la maîtrise du passé, dit-il. Répétez-le, je vous prie. Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé, répéta Winston, obéissant. Qui commande le présent, commande le passé, dit O'Brien, en faisant de la tête une lente approbation. Est-ce votre opinion, Winston, que le passé a une existence réelle ? De nouveau, le sentiment de son impuissance s'abattit sur Winston. Son regard vacilla dans la direction du cadran. Non seulement il ne savait lequel de oui ou de non le sauverait de la souffrance, mais il ne savait même pas quelle réponse il croyait être la vraie. O'Brien sourit faiblement. « Vous n'êtes pas métaphysicien, Winston, dit-il. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais pensé à ce que signifiait le mot existence. Je vais poser la question avec plus de précision. Est-ce que le passé existe d'une façon concrète dans l'espace ? Y a-t-il quelque part ou ailleurs un monde d'objets solides où le passé continue à se manifester ? Non. Où le passé existe-t-il donc s'il existe ? Dans les documents, il est consigné. Dans les documents et dans l'esprit, dans la mémoire des hommes. Dans la mémoire, très bien. Nous, le parti, nous avons le contrôle de tous les documents et de toutes les mémoires. Nous avons donc le contrôle du passé, n'est-ce pas ? Mais comment pouvez-vous empêcher les gens de se souvenir ? Cria Winston, oubliant encore momentanément le cadran.
C'est involontaire, c'est indépendant de chacun. Comment pouvez-vous contrôler la mémoire? Vous n'avez pas contrôlé la mienne. L'attitude de O'Brien devint encore sévère. Il posa la main sur le cadran. Non, dit-il. C'est vous qui ne l'avez pas dirigé. C'est ce qui vous a conduit ici. Vous êtes ici parce que vous avez manqué d'humilité, de discipline personnelle. Vous n'avez pas fait l'acte de soumission dont le prix est la santé mentale. Vous avez préféré être un fou, un minus habens. L'esprit discipliné peut seul voir la réalité, Winston. Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente en elle-même. Quand vous vous illusionnez et croyez voir quelque chose, vous pensez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu qui peut se tromper et en tout cas périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez rapprendre, Winston. Il exige un acte de destruction personnelle, un effort de volonté. Vous devez vous humilier pour acquérir la santé mentale.